Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Popp, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de la reconversion des sites industriels. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie s'intéresse-t-elle à ce dossier? Eh bien, durant toute la période du communisme, l'industrie est au cœur de l'économie. C'est vrai dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, mais particulièrement en Roumanie, où on a beaucoup investi dans l'industrie lourde, la chimie, la métallurgie. Or, à la chute du communisme, cette industrie est entrée dans une phase de déclin rapide et irrémédiable et de nombreuses usines ont été purement et simplement abandonnées. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite sensibiliser les opinions publiques des États d'Europe centrale et orientale et en particulier la jeunesse. Alors nous allons mener toute une série d'actions au cours de l'année et notamment nous allons lancer un appel d'offres pour donner un coup de pouce aux jeunes qui souhaitent s'investir dans le domaine de la reconversion des sites industriels. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'OIF un ami de la francophonie, Tatiane Diacono. Bonjour Tatiane. Bonjour Eric. Tatiane est le directeur général de Enhood, qui est la société qui gère les actifs de la société immobilière de Auchan, Roumanie. Alors Tatiane a un curriculum vitae assez chargé, militaire de formation, on aura l'occasion d'en rediscuter. Il est diplômé de l'université du Havre et de l'université d'Orléans. Il a des expériences diverses. Il a travaillé à Decathlon d'abord au début de sa carrière et puis à Brico-Store. Et surtout, il a une grande expérience de la reconversion des sites industriels puisque, Tatiane, tu as participé à 2 projets de réaffectation, de réorganisation urbaine, l'un à Brașov et l'autre à Reșița. Alors, on va avoir l'occasion d'en discuter durant cet entretien, mais tout d'abord, ma première question, mais qu'est-ce que c'est tout simplement Enhood ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Je suis content de représenter mes collègues de Enhood Roumanie, tel que tu l'as dit. Je suis content de parler de la Roumanie, de la régénération urbaine et parler également de la francophonie, puisqu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait chez Enhood? C'est une histoire extraordinaire pour la Roumanie qui a commencé il y a 10 ans, presque 10 ans, parce qu'on va fêter le 23 janvier la 10e année, par l'ouverture de la filiale locale du groupe Auchan basée axée sur l'immobilier. Et à l'époque, cette filiale s'appelait Imochan. Dans le temps 2015, Imochan a changé de nom. La marque nouvelle créée s'appelait et s'appelle toujours aujourd'hui Citras. Et tout simplement aujourd'hui, Enhood, c'est une autre société qui appartient à la famille Mullier et qui gère les services immobiliers. Donc c'est une sorte de plateforme immobilière qui travaille aujourd'hui pour Citras en tant que foncière, mais qui travaille également pour Auchan et qui a vocation à travailler pour d'autres branches de l'AFM. Souvent, dans l'avenir, on espère d'avoir Leroy Merlin, Decathlon, et puis on s'ouvre également pour tout le marché local. Et donc, on veut dire tout simplement, pour simplifier, que tu travailles pour Auchan Roumanie. On peut dire que je travaille pour tout ce qui concerne l'immobilier dans le sens large et je compléterai juste qu'on s'est passionné depuis 10 ans à comprendre, à travailler et puis à projeter la régénération urbaine dans un pays où il y a beaucoup à régénérer, beaucoup à refaire, un pays extrêmement ouvert pour tout ça. Exactement, puisqu'en fait, il y a eu des industries ici qui ont périclité au cours des années 90, l'abandon d'un certain nombre de sites industriels. Mais justement, parlons un peu de cette expérience que tu as de la réaffectation urbaine. Je pense que tu as d'abord une expérience à Brașov. Je crois d'ailleurs savoir que c'est la plus grande expérience de reconversion d'un site industriel qui s'est déroulée ici en Roumanie. Et puis, on va aussi parler de Reșița, mais parlons peut-être d'abord de cette expérience fondatrice de Brașov. Brașov, oui, on aura peut-être plusieurs heures à parler de Brașov ou à écrire un livre parce que c'est une expérience qui a associé à un moment donné, en 2011-2012, plusieurs opportunités qui se sont ouvertes à nous. La première des opportunités, telle que tu l'as évoqué, bien évidemment, une ancienne friche industrielle qui est tombée petit à petit en ruine. Une usine d'aviation à la base dans les années 30-40
qui a été reconvertie dans les années 46-47 après la guerre dans une usine de tracteurs, parce que, n'est-ce pas, les avions sont bons pendant la guerre, les tracteurs font encore mieux pendant la période de paix. Et puis cette usine a été complètement arrêtée, une usine qui appartenait à l'État roumain. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'origine, cette usine, c'était une usine franco-roumaine, une usine d'aviation franco-roumaine. Et d'ailleurs, je peux te partager plusieurs informations très intéressantes sur ça. Je reviens en 2007, l'usine est complètement arrêtée. L'État roumain décide de la vendre. Un fonds anglais d'investissement qui achète. Et puis ensuite, la crise de 2008, le fonds veut vendre. Et puis, une certaine filiale du groupe Auchan qui se présente pour acheter 100 hectares. 1 million de mètres carrés au milieu de la ville de Brașov. C'était du jamais vu. C'est sur la ville de Brașov. C'est sur la ville de Brașov, dans la ville de Brașov, si je peux le dire comme ça. Donc c'était du jamais vu pour la Roumanie à cette échelle. C'était du jamais vu pour le groupe Auchan, qui n'avait jamais acheté ce type de surface dans une ville. Et puis la deuxième opportunité, évidemment, c'était une période post-crise qui s'est ouverte face à nous, donc forcément dans un climat économique local, national, mais aussi mondial qui a été très porteur. Et puis la troisième opportunité, c'était une opportunité qui nous concerne, nous, comme équipe, l'ouverture de la filière roumaine avec une personne, moi, et puis derrière avec 70 personnes qui sont arrivées au fil des années. Donc pour nous tous, l'expérience a commencé comme un chantier pionnier. Pionnier pour le groupe, pionnier pour la Roumanie. Et puis on a tous appris. Moi, j'ai dit souvent qu'à Brașov, j'ai fait ma troisième fac. C'était une fac de relations humaines avant tout. Mais derrière, on a découvert en détail c'est quoi la régénération urbaine d'un site industriel. Alors, Tatiane, tu l'as dit, le groupe Auchan a été pionnier de la régénération urbaine ici en Roumanie. Est-ce que le groupe Auchan avait déjà une expérience de régénération urbaine en dehors de la Roumanie? Pas tout à fait, je risque peut-être de manquer de modestie, mais la partie immobilière du groupe Auchan, pendant plus de 40 ans, était axée principalement à 99, voire à 100%, sur tout ce qui est l'immobilier commercial. Il y avait cette expérience que vous connaissez sans doute, qui était une expérience de centre commercial au bénéfice du client. Il y avait une expérience de tout ce qui est le travail pour le bénéfice du client, mais on ne savait pas faire plus que ça. Le projet de Brașov, en fait, nous a laissé entendre et voir c'est quoi l'opportunité, à partir toujours du commerce, parce que c'était quand même notre corps métier, comment, à partir de ce commerce, on peut créer de la vie et comment on peut créer du quartier de la ville. Quand on dit quartier de la ville, on dit déjà un écosystème un peu plus large, plus complexe, multi-usage, qui démarre, je répète, par le commerce, qui va continuer avec les bureaux, le résidentiel, mais on parle aussi éducation, on parle aussi clinique médicale, on parle aussi service à la personne. Et en fait, quand tu as 100 hectares au milieu d'une ville en Roumanie, mais quelle belle opportunité pour créer un quartier de la ville. Et on a commencé comme ça. Mais ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on concentre toute une série d'activités dans un lieu. Et je pense, j'ai entendu cette expression récemment, et j'aimerais que tu me donnes une explication à ce sujet. C'est la ville des 15 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est la ville des 15 minutes ? Bon, tout d'abord, la ville de 15 minutes, c'est un concept aujourd'hui qui ne nous appartient pas. Et je rends hommage au professeur Carlos Moreno de l'Université de Sorbonne. C'est celui qui a en fait inventé, entre guillemets, le concept de ville de quart d'heure. Il a écrit des livres. Je vous incite à aller chercher Carlos Moreno et vous allez trouver ses livres. Il dit dans des mots très simples qu'en fait, si les gens vont retrouver dans une zone de 15 minutes autour d'eux les services de base nécessaires à une belle et bonne vie, les gens seront heureux. Et donc, aujourd'hui, c'est un concept. Nous, on a commencé il y a 10 ans et on a fait de façon plutôt intuitive la même chose. On s'est dit, on a 100 hectares, on a vocation à rendre à la ville de Brașov une partie de son territoire qui a été oubliée, qui a été abandonnée. Faisons de la ville où les gens seront bien, seront heureux. Aujourd'hui, le projet il est déjà à 80% réalisé et je pense qu'on a réussi parce que c'est vraiment un écosystème où les gens aiment bien habiter, travailler, se réunir, se divertir. Il y a de l'éducation, il y a du médical. Et puis tout ça, à 15 minutes à pied, c'est juste génial. Oui, c'est vrai, c'est formidable.
Comment est-ce que... Mais moi, je me pose, pardonne-moi, je me pose plein de questions concernant la régénération urbaine. D'abord, comment est-ce qu'on trouve l'endroit? Comment est-ce qu'on tombe sur le lieu idéal où on va faire ce type de projet de régénération urbaine? Je dirais que souvent, on ne trouve pas le lieu, souvent c'est le lieu qui nous trouve. Et d'ailleurs, cette expérience, on l'a eu à Brasov et on l'a eu à Rešica. Et sans faire une parallèle, à Rešica, on est arrivé tout simplement parce que le maire de la ville, après avoir entendu et vu ce qui s'est passé à Brasov, nous a appelés. Et il nous a appelés en disant « J'ai vu ce que vous avez fait à Brasov, c'est juste extraordinaire. Vous savez quoi? Nous, à Rešica, au milieu de la ville, on a une ancienne plateforme industrielle qui est arrêtée depuis 25 ans. Aidez-nous à proposer un projet qui va faire que la communauté sera encore plus heureuse. » Et donc, c'est un projet qui est venu vers nous. Évidemment, en ayant cette légitimité de Brasov qui nous a beaucoup aidés. Mais les projets de régénération urbaine, on parle souvent du mot urbain et tout le monde entend architecture-urbanisme. C'est beaucoup plus que ça. Parce que quand tu dis régénération urbaine, tu parles de redonner de la confiance aux gens. Souvent, les anciennes friches industrielles, des coins dans la ville de désespoir. Deuxièmement, on parle bien entendu d'urbanisme architecture, mais on parle immédiatement de la communauté, de la culture, de l'animation communautaire. Et donc c'est un processus très ample qui réunit plusieurs métiers, plusieurs acteurs autour de la table et on a vocation à le rendre aussi soutenable dans l'avenir parce qu'on aime bien dire qu'on crée la réalité qui sera valable dans 20 ou 30 ans. Donc en fait, tu veux dire que c'est un véritable processus global, mais qui demande évidemment une certaine vision de la ville. Et donc là, le rapport avec les autorités publiques est important. Alors de manière générale, comment ça se passe? J'ai cru comprendre dans ce que tu me disais que le rapport avec les autorités municipales à Brasov, à Rešica, ça serait très bien passé, puisqu'elles-mêmes, elles étaient demandeuses. Mais de manière générale, comment se passe le contact avec les autorités publiques sur ce type de projet? Je pense qu'une partie de la réponse, tu l'as donnée dans ta question par le mot vision. Il est capital et sans cette vision d'une ville, sans cette vision de l'évolution de la ville, tu ne peux pas faire avancer les choses. Quand tu arrives dans une ville avec un projet de cette taille, la même vision doit être intégrée à l'échelle du projet. Et je dirais que le projet se met au service de la vision de la ville tout en gardant sa propre vision. Ça, c'est le mot de départ. La deuxième des choses, c'est cette confiance qui doit se gagner autour de la table parce que la complexité d'un projet pareil ne peut pas être portée par une seule entité, peu importe la taille, peu importe l'argent, peu importe les compétences qu'on pense avoir. C'est tellement large que tu dois réussir à convaincre et à mettre autour de la table des gens de professions très différentes, à partir de sociologues, à partir d'urbanistes, continuer par les architectes, continuer par les associations et les habitants de la ville, et puis en finir, ou peut-être en commencer, par l'administration locale, parce que l'impact de ce que tu provoques il doit être parfaitement coordonné avec tous ces gens-là. Et donc, forcément, la relation devrait être bonne, sinon presque parfaite. Nous, on a eu de bonnes expériences à Brasov comme à Rešica. Et puis, aujourd'hui, on est très content de ça parce qu'on s'est rendu compte a posteriori que sans cette coopération, on aurait pu faire des erreurs ou bien le processus pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc, tu parles évidemment, et c'est évident, d'un processus extrêmement complexe. Est-ce que, alors là tu as parlé des relations entre les différentes parties au projet. Quels sont les autres défis auxquels on est confronté quand on met en place un projet de régénération urbaine? Je pense que le premier défi, c'est de lutter un peu contre l'histoire. Je pense notamment à Brasov, parce que je l'ai vécu du premier jour. L'usine d'aviation et des tracteurs embauchée à Brasov avant qu'elle soit complètement fermée autour de 23-24 000 personnes. Donc tu l'imagines bien, quand l'usine s'arrête, pour certaines familles, dans une ville comme Brasov, c'était un drame. C'était un drame économique, c'était un drame social, c'était un drame émotionnel, parce que beaucoup de ces gens-là, ils ont eu leurs parents, leurs arrière-parents travailler dans cette usine.
Et quand tu arrives, et en plus tu arrives avec un projet, j'ose dire de façon péjorative, immobilier, c'est juste des gens qui ont détruit l'industrie locale. Il y a une méfiance, j'imagine, au début, dans la relation qui bien peut sûr, exister avec bien sûr. Moi, je l'ai connu et je me souviens encore de la première conférence de presse après l'acquisition du foncier. Et je tiens à insister, l'acquisition du foncier, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas trouvé sur place l'usine. L'usine a été vendue, a été démolie, a été par quelqu'un d'autre, et nous, on a juste acheté ce qui restait, c'est-à-dire un foncier complètement désolant quand je l'ai vu. Et donc, il faut déjà, je reviens à ma conférence de presse, un journaliste m'a demandé, mais monsieur, pourquoi vous ne faites pas des tracteurs? Eh bien, j'ai répondu, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire des tracteurs. Et donc, on a commencé à expliquer ce qu'on veut faire sur place, mais j'ai ressenti cette méfiance, et surtout, j'ai ressenti la plaie qui était encore visible sur le visage de la ville. Et donc ça, il ne faut jamais, je t'ai parlé tout à l'heure de sociologues, il faut impliquer ces gens-là parce que souvent on dit, bon, on arrive avec nos gros sabots et puis sans doute on veut faire du bien, donc on ne s'imagine pas que les gens souffrent. Eh bien, il faut surmonter tout ça. Derrière, il y a la montée en confiance avec l'implication de la ville, de la communauté, de l'administration, et les gens vont se rassurer petit à petit que tes intentions sont bonnes, sont orientées vers l'avenir qui sera sans doute meilleur, parce qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est d'avoir une plateforme qui est vide. Et puis, on rentre dans la partie vision qui se transforme dans un master plan. Et là-dessus, c'est aussi capital, parce que le master plan te permet de te projeter à 15-20 ans. Et il n'y a pas lieu d'erreur, parce que d'une certaine façon, tu inventes le monde de demain. Tu t'imagines que demain, peut-être qu'on aura moins de voitures, peut-être qu'il y aura besoin de plus de médical, etc., etc. Et donc, on rentre par la suite dans les phases du projet, y compris la phase administrative, et hélas, un jour, on se trouve dans la construction. Mais ça veut dire qu'il y a deux éléments aussi fondamentaux dans ce type de projet. C'est d'abord l'adhésion des populations et la perspective de développement durable. C'est ça qui est au cœur du projet. Tout à fait. L'adhésion de la communauté, pour moi, c'est non négociable. Si tu n'as pas l'adhésion de la communauté, il y a des grands risques que ça ne marche pas et tout le temps, tu vas te frotter à des animosités ou des contestations. Non, ça, c'est un élément primordial. Si tu l'as obtenu, je dirais que 50% de ton projet, il est fait avant même que la construction commence. Après, l'idée de la soutenabilité. Bien évidemment, quand tu démarres par une friche industrielle, le fait que tu cherches à réparer d'une certaine façon, c'est un premier élément de soutenabilité. Je te donne un exemple. On a fait encore beaucoup de démolitions sur tout ce qui était infrastructure souterraine, reste des fondations, etc. On n'a jamais sorti un seul camion de débris de ce chantier qui était gigantesque. On a tout réutilisé. Donc du coup, le chantier de démolition en lui-même, c'était un chantier orienté vers la soutenabilité. Bon, derrière, tout ce qui concerne la construction de bâtiments sur des principes encore plus modernes, nos bâtiments sont labellisés aujourd'hui BREEAM, et donc on est dans une démarche de soutenabilité. Et puis, dans les choses qui sont compliquées parfois dans les projets de grande taille, c'est le timing et le phasage. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'opportunité économique. Le même site, la même bonne idée, la même équipe extraordinaire, en 2008, n'aurait pas réussi le même projet parce que le contexte était différent. Donc le timing il est important et puis la capacité à en construire un projet en phase parce qu'on est déjà au bout de la 10e année à Brașov et on a juste touché les 80%. Donc il nous reste 20% à accomplir. Donc encore du travail sur la planche. J'avais encore quelques questions, cette fois-ci un peu plus personnelles. À Tatiane. La première question, c'est, j'ai vu dans ton curriculum vitae que tu as une formation militaire. Et ça m'intrigue. Et donc, je voulais savoir tout simplement si cette formation te sert dans ta vie professionnelle. Comment ça se passe? Comment tu en es arrivé à finalement quitter l'armée pour travailler pour des grands groupes comme Decathlon, Brico-Store et à présent Auchan et dans le domaine immobilier? Comment s'est passée cette transition? C'est une question qui est intéressante et qui a une certaine émotion. La première des choses, moi j'ai décidé tout petit à faire une carrière militaire par vocation tout simplement. J'avais un rêve, mon rêve c'était de devenir pilote de chasse.
Me demande pas pourquoi, personne de ma famille n'a fait ça avant, c'était juste un rêve d'enfant. Et puis j'ai tout fait pour... C'était l'époque de Top Gun, non? Dans les années 80. Et moi, je suis né en 77, donc 84 et 85, j'avais l'âge pour Tom Cruise, donc c'est parfait. Et donc j'ai suivi un lycée militaire, je fais l'académie militaire. Finalement, je ne suis pas devenu pilote de chasse, mais je suis devenu un très bon parachutiste. Et puis, derrière, j'ai complètement changé. Je suis parti en France. Je fais toute une carrière en France. Est-ce que la carrière militaire me sert aujourd'hui? Sans doute. Sans doute parce que moi, je l'ai commencé très tôt, à 14 ans. Et je dirais que c'est l'âge où tu te formes et tu forges ton caractère. Et donc, certaines réminiscences, je veux dire comme ça, de l'armée, je les porte encore aujourd'hui sur la partie organisation. Et je dirais même que ça part de tout ce qui concerne aujourd'hui la loyauté, de la droiture, l'éthique. Toutes ces choses-là, tu les apprends et tu les exerces profondément dans l'armée, que ce soit en Roumanie, en France ou ailleurs. Et puis derrière, tu les portes avec toi parce que ce sont des traits de caractère extrêmement bien ancrés dans ta personnalité. Et donc, je n'ai absolument aucun regret. Bien au contraire, je reste encore très attaché à l'armée, à l'institution militaire et à l'uniforme militaire. Très bien. Mon autre question, c'était concernant le français. Alors évidemment, tu as passé beaucoup d'années en France, donc je pense que la réponse est assez simple. Je voulais te demander comment tu as appris le français, parce que j'imagine que tu as commencé les cours avant de partir en France, ou bien tu as appris le français quand tu es arrivé en France. Comment ça s'est passé ? Non, tu sais bien qu'en Roumanie, les générations des années 80 avaient beaucoup d'appétence pour la langue française, la Roumanie étant un pays francophone. Moi, je dirais que je dois mon français à ma mère qui avait voulu à tout prix que son fils parle le français. Et donc, pour la petite anecdote, quand j'étais tout petit, l'Alliance française s'était installée dans ma ville natale à Craiova. Et puis tous les samedis matins, mes copains jouaient au foot. Et puis moi, j'allais faire 3-4 heures de français tous les samedis. J'ai beaucoup maudit ma mère et je lui remercie beaucoup aujourd'hui. Bien évidemment, je pense que j'ai travaillé encore plus et probablement beaucoup mieux le français en arrivant en France, à l'université. Et aujourd'hui, j'espère avoir un niveau correct. Mais c'est ma mère qui a tout fait pour que mon français soit bon un jour. Et d'ailleurs très utile, je l'ai constaté avec le temps, mais je n'étais pas content du tout en ayant jeune enfant, l'obligation de faire le français. Bien Tatiane, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui était extrêmement intéressant sur ton expérience de la réaffectation urbaine. Et je te dis à très bientôt. Merci encore, merci au nom de l'équipe, merci Eric et à très bientôt pour d'autres discussions.